Merci. Martine Linière-Cassou. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je tenais également à saluer Annela Baerbock, puisque nous nous étions rencontrés à Shanghai il y a quelques mois. Je voudrais poser une seule question. Nous sommes... un plan de relance européen est en train d'être mûri. Notamment, le commissaire Juncker a annoncé qu'il souhaitait mettre sur la table 300 milliards d'euros pour relancer l'Europe. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité pour que nos deux parlements fassent des propositions communes au commissaire Juncker sur cette question-là de la transition énergétique? Merci. François-Michel Lambert, rapidement. Oui, merci, Monsieur le Président. Comment peut-on intégrer mieux dans la décision politique les externalités positives et négatives lorsque des options s'offrent à nous? C'est une question assez récurrente. Effectivement, il y a des externalités positives ou négatives qui ne peuvent se monétariser. Par exemple, l'atteinte à la biodiversité, et les gaz à effet de serre, mais aussi la proximité, les liens sociaux, le réancrage dans le territoire, l'appropriation par les citoyens. Donc, comment l'Allemagne aborde ce sujet? Autre question, l'économie circulaire, évidemment. L'Allemagne, comment souhaite-t-elle aborder la mutation du modèle de développement aujourd'hui, qui est un modèle de développement gaspilleur de ressources, pour rentrer dans un modèle de développement qui se met autour de la ressource, de la préservation de la ressource et des matières premières, pour que nous puissions aller vers cette économie circulaire, vers cette transition ressources, bénéfique sur le climat, mais bénéfique sur énormément d'enjeux environnementaux, sociaux et économiques, puisque créateurs de richesses. Merci. Merci. Michel Heinrich. Oui, pardon, merci. Madame la Présidente, je voudrais à mon tour remercier nos collègues du Bundestag et leur souhaiter une très chaleureuse bienvenue ici. Nous effectuons tous le même constat, c'est rassurant, on a les mêmes objectifs, c'est également rassurant, mais on a fait des choix sensiblement différents. Et Madame la Présidente expliquait qu'après la sortie du nucléaire, cette volonté de sortir rapide du nucléaire, vous avez investi beaucoup dans le renouvelable. Vous exportez d'ailleurs, puisque l'énergie n'étant pas stockable ou très peu stockable, vous exportez. Il vous arrive aussi d'importer de l'énergie, notamment de l'énergie nucléaire venant de la France. Mais le résultat de tout cela, c'est que finalement, vous avez fait un choix pragmatique, économique, c'est que vous avez eu un recours massif à la lignite, au charbon. Et vous venez de le dire, un certain nombre d'entre vous viennent de le dire, vous avez cette volonté d'en sortir. Mais comment allez-vous en sortir rapidement et pourrez-vous en sortir suffisamment rapidement pour être dans les objectifs que vous vous êtes fixés? Merci. Philippe Nogues. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues allemands. Je voudrais profiter de votre présence ici aujourd'hui pour aborder une question qui, sans aborder justement directement les solutions concrètes pour la transition énergétique, m'apparaît particulièrement importante pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons. En Allemagne, vous avez fait le choix, dès 2002, de réduire fortement la part du nucléaire dans votre production d'énergie, choix que vous avez réaffirmé en 2011 en mettant à l'arrêt 8 réacteurs et en programmant la fermeture progressive de vos centrales nucléaires d'ici 2022. C'était là un choix politique qui a recueilli, à l'époque, en tous les cas, un large consensus dans votre pays. Et cette décision est pourtant contestée par Vattenfall, entreprise suédoise exploitant 2 de vos anciennes centrales, qui a déposé plainte auprès du CIRDI, le Centre international de règlement des différends relatifs à l'investissement, tribunal arbitral dépendant de la Banque mondiale. Vattenfall réclame 3,7 milliards d'euros à l'État fédéral sur la base d'un accord de protection des investissements conformément aux dispositions prévues par le traité sur la charte de l'énergie. Cette entreprise avait déjà d'ailleurs poursuivi l'État allemand auprès du CIRDI et avait réussi à réduire les normes environnementales d'une centrale à charbon afin, entre guillemets, de rentabiliser les investissements.
Est-il juste, à votre avis, que les intérêts d'une société privée puissent s'opposer ainsi aux principes démocratiques? Je pense qu'à travers cet exemple, c'est la souveraineté même des États qui est remise en cause. Et si nous voulons relever le défi climatique, ne pensez-vous pas qu'il est indispensable que les États puissent conserver les pleins pouvoirs afin de légiférer contre des activités énergétiques qu'ils jugent polluantes ou potentiellement dangereuses? Merci. Merci. David Douillet. Madame la Présidente, Monsieur le Président, en France, lorsque deux personnes s'aiment et lorsqu'ils se marient, on leur dit vous êtes maintenant unis pour le meilleur et pour le pire. C'est le cas, je crois, de l'Allemagne et de la France, puisque depuis que nous sommes dans l'Europe, nous sommes aussi mariés pour le meilleur et pour le pire. Donc, comment la France et l'Allemagne peuvent influer ensemble pour que l'Europe devienne la locomotive des négociations internationales sur le climat, et surtout quelle stratégie l'Allemagne et la France pourraient-elles mettre en œuvre pour que le G7 fasse de la protection du climat une de ses priorités? Merci beaucoup. Merci. Ensuite, Jean-Louis Bricout. Merci Monsieur le Président, chers collègues allemands. Je veux tout d'abord saluer bien sûr nos collègues allemands et les remercier pour leur présence qui s'inscrit dans le cadre du dialogue qui a toujours réuni nos deux pays et sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Je souhaitais vous interroger sur un sujet qui pourrait paraître marginal mais qui a son importance pour le traitement des déchets et l'émergence d'une véritable économie circulaire dans une approche de développement durable. Je veux parler de la consigne. Chacun en connaît ici le principe. La bouteille collectée avec ses congénères, lavée et remplie, sert plusieurs fois. Système généralisé en France et en Europe jusque dans les années 60. Ce système n'a pas résisté chez nous à l'automatisation de la production industrielle et à l'apparition du jetable. Je dirais à la différence de chez vous. Avec le principe de la responsabilité élargie du producteur qui a émergé en France au début des années 90, le coup de grâce a été porté contre la consigne. Le principe revient à la mode malgré tout en Alsace, à la frontière, où beaucoup tentent à nouveau l'expérience, même si ici, désormais, tout est à refaire. Avez-vous des éléments statistiques sur les avantages de la consigne en Allemagne? Avez-vous mis en place des outils législatifs pour la consolider et la conforter? Bref, en un mot, comment pouvez-vous nous inspirer sur ce sujet? Merci. Avant-dernière intervention, Sophie Roffrich. Merci, Monsieur le Président. Je me réjouis à mon tour de recevoir cette délégation du Bundestag, notre homologue. Et je crois que ces échanges sont vraiment très intéressants. Et je voudrais insister sur le fait que, effectivement, dans un premier temps, la transition énergétique a coûté très cher aux citoyens allemands, un peu moins aux entreprises. C'est un choix qui avait été fait. Mais il y a eu une grande acceptabilité de cette hausse des tarifs dans la mesure où chacun pouvait devenir à sa place producteur. Et ces productions locales ont même été encouragées. Il y a eu de nombreuses coopératives qui ont été et qui se mettent toujours en place. Mais tout ça se heurte à une question qui se pose aujourd'hui en Allemagne, c'est l'ossature de la diffusion de cette production d'énergie qui n'est pas encore résolue à ce jour, puisque on ne dessert pas, comme on le fait en France grâce chez nous à ERDF et à GRDF, etc. Donc il y a ce problème d'amener cette énergie produite très localement dans tous les points du territoire. Et je crois que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Alors peut-être que vous y a déjà eu des réponses qui ont été données, mais comment ça va se traiter? Et puis financièrement, les investissements vont forcément à nouveau se répercuter sur les tarifs, etc. Donc c'est un puits sans fond. Merci. Merci. Jean-Jacques Cottel. Il est parti, Jean-Jacques. Alors, CDU, SPD, Grüne 1,5 Minuten, ich 1,5. 1,5 Minuten. Chaque parti. 1,5 Minuten für jede Antwort. Ja? Je vois que... Sekunden. Voilà, je suis en train de me faire prendre le pouvoir. Tu m'as toujours dit que j'étais trop gentil, Martial. Oui. Non, simplement, je dis que vous venez de prendre le pouvoir, mais très amicalement, et je vous dis cela avec beaucoup d'affection.
Donc, je vais passer la parole. Alors, dans l'ordre, Madame la Présidente, dites-moi. Dans l'ordre. Dans quel ordre? Andreas Jung, Monsieur Jung, für 90 Sekunden. avec l'autorisation de votre présidente Ja, et la mienne, je vous passe la parole. Herr Präsident, keine Sorge, wir Président, kennen die pas de Kollegin Höhn souci. nicht anders. Nous connaissons notre Insofern collègue, nous la danke ich, dass pratiquons. ich, Donc, noch mal kurz Stellung nehmen kann. je crois qu'elle m'autorise à prendre à Ich nouveau möchte mal brièvement eingehen, es ist die position. Frage gestellt worden, nach La dem question qui a été steigenden posée, Anteil von CO2 c'était la aus der part Braunkohle. croissante des émissions de CO2 liées à l'utilisation du lignite. C'est un problème auquel nous nous attaquons. Mais je crois qu'il faut rappeler que cette augmentation de la part du lignite n'est pas une conséquence de la sortie du nucléaire. Au contraire, la part que perd l'énergie nucléaire est compensée par l'avancée plus rapide que prévu du développement des énergies renouvelables. Pour la première fois dans notre bouquet énergétique, nous avons une part des énergies renouvelables qui est plus importante que la part du lignite. Mais malgré tout, l'augmentation du lignite, ça tient compte des conditions générales au niveau européen et aussi de la baisse du prix de l'électricité à 4 ou 5 cents. Donc effectivement, il y a un boom du lignite et par contre, nos centrales au gaz, qui sont pourtant très performantes, sont obligées de ralentir leur production. Donc on veut développer les énergies renouvelables et on voudrait pouvoir utiliser nos centrales au gaz parce qu'elles sont meilleures pour l'environnement que le lignite, mais pour cela, il faudrait un signal de prix clair sur l'électricité. Et c'est pour ça qu'il nous faudrait avoir un signal clair dans le contexte du SEQE et je crois qu'il faut que l'Union européenne s'engage sur ce plan, mais ça ne se fera sans doute pas avant 2017 et c'est pourquoi nous discutons entre-temps sur ce que nous pouvons prendre comme mesures transitoires, comment concevoir le marché de l'électricité pour inverser la tendance et réduire progressivement la part du charbon dans le mix énergétique et avoir plutôt recours à l'utilisation de nos centrales au gaz. Vous avez bien compris, si nous voulons réduire la production d'électricité à base de charbon ou de lignite, il faut donner un prix au carbone, un prix du carbone qui soit, bien entendu, suffisamment élevé. Monsieur Klaus Mindrup, pour le SPD. Ich mache es nochmal. Ich würde gerne zwei Dinge, weil die Frage war, was kann Frankreich und Deutschland tun augenblicklich. Que peuvent faire la France et l'Allemagne en ce moment à faire avancer la réforme du prix de l'électricité? Je crois qu'il faut arriver à freiner la chute des prix. Alors, il y a le problème de la coopération sur les grands réseaux, mais je voudrais revenir aussi sur le cas de Vattenfall. En République fédérale, au Parlement, nous avons un grand débat sur la clause de protection des investissements dans le cadre de l'accord CETA entre l'Union européenne et le Canada. Et comme nous avons cette discussion, les grands groupes commencent à se lancer dans des grandes procédures devant des tribunaux d'arbitrage d'une manière pas toujours très transparente. La question, c'est de savoir si on va tolérer ça encore longtemps, oui ou non. Mais je crois que Vattenfall n'a pas beaucoup de chance parce que ils n'ont pas décidé en 2011 de sortir de l'énergie nucléaire, mais bien plus tôt, sous la coalition rouge et verte. Donc, ils ont eu la possibilité de prendre les bonnes décisions. Ils ne l'ont pas fait, tant pis pour eux. Je voudrais revenir sur la question des réseaux de transport. Nous avons un projet, un programme, autant pour les réseaux de distribution au niveau local que pour les grands réseaux de transport qui sont nécessaires pour arriver à acheminer l'électricité éolienne vers le sud de l'Allemagne. Là, il y a un système qui est basé sur cette fameuse Umlage, c'est-à-dire sur cette taxe qui est une contribution aux énergies renouvelables. Ça, c'est de savoir si on le fait par l'intermédiaire de la facture d'électricité ou si on le fait payer donc aux particuliers. Jusqu'ici, ça ne se faisait pas par les factures d'électricité, mais par le budget général de l'État.
Ça, c'est une question vraiment importante dans notre système fiscal. On a des anciens modes de production. Jusqu'ici, on les a toujours pilotés. Je ne vois pas pourquoi il faudrait arrêter. Chacun n'a le droit de parler qu'une fois, donc trop tard. Alors, il me reste 1 minute 30 pour moi et après, c'est terminé. Mais tout le monde va vouloir rajouter une phrase. Non, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut... Non, mais je ne suis pas encore complètement en difficulté, mais je suis quand même... bon, vous avez bien vu. Donc... il faut que je prenne modèle sur cette façon de présider. Voilà, c'est au moins un enseignement que je tirerai de cette rencontre. Ce n'est pas le seul, bien entendu. Madame la Présidente, je crois que vous m'autorisez à vous donner la parole. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Vous savez, je suis mère et grand-mère, et dans une grande famille, il faut parfois arriver à s'imposer. Ça vient de là. Merci beaucoup. Et en fait, vous savez, j'arrive à m'imposer que sur ma délégation, je ne chercherai jamais à faire auprès de la vôtre. Alors, je voudrais revenir sur le point suivant. En fait, la France et l'Allemagne voudraient jouer un rôle de moteur lors de la COP 21. Alors, la proposition des investissements de Juncker, je crois qu'il faut la reprendre et il faut qu'on en reparle avec nos collègues du Parti conservateur, mais ça serait bien d'investir dans les énergies renouvelables et de créer des emplois et de faire en même temps quelque chose pour lutter contre le changement climatique. Je reprends aussi la proposition d'un prix minimum pour le CO2. Je crois aussi que c'est quelque chose dont il faut discuter parce qu'actuellement, le SEQE ne fonctionne pas simplement parce que le prix minimum du CO2 est trop bas. Donc, il faut un prix minimum de manière à ce qu'on puisse avoir un impact sur l'utilisation du lignite. Et le troisième point, et je reprends encore une proposition qui a été faite, nous importons actuellement des milliards et des milliards d'énergie primaire fossile. Si nous développons les énergies renouvelables, et c'est ce qu'on voulait avec notre transition énergétique, si on arrive à être enfin indépendant de ces sources d'énergie primaire fossiles, si on arrive à avoir de l'électricité faite à partir de l'éolien et du solaire, nous ne perdrons pas ces milliards en Russie ou en Arabie saoudite ou ailleurs. On pourra créer de la valeur dans nos pays, on pourra créer des emplois. Et ça, je crois que ce serait peut-être une voie sur laquelle nous devrions nous avancer ensemble. Donc, je remercie vraiment chaleureusement le président parce que sans son extrême patience, nous n'y serions jamais arrivés. Je crois qu'à nous deux, quand même, on est une bonne équipe et peut-être pour une prochaine fois. Et j'espère vous voir bientôt en Allemagne et continuer ce débat avec vous. Merci beaucoup pour ce climat d'amitié qui règne entre nous. Je suis convaincu que nous formerions une excellente équipe. Peut-être quelques précisions pour conclure. Il a été beaucoup question du prix du carbone. Les responsables politiques français, déjà depuis un certain nombre d'années, se battent pour la mise en place ou d'une taxe carbone ou d'une contribution climat-énergie, je le rappelle. Ce fut le cas en 2009, même si le Conseil constitutionnel a annulé la mise en place de la taxe carbone qui avait été votée par l'Assemblée nationale. Nous avons, l'année dernière, dans le cadre de la loi de finances, introduit une base carbone dans la fiscalité sur les énergies fossiles. Le prix de la tonne de carbone qui a été retenu en 2014 était de 7 €. Cette année, le prix de la tonne de carbone est passé à 14 € et il passera normalement en 2016 à 21 €. Nous voyons bien au travers de cette évolution qu'il y a la volonté de donner et d'adresser un signal prix particulièrement fort aux acteurs économiques, qu'ils soient industriels, qu'ils soient consommateurs. En ce qui concerne la préparation du sommet donc, de 2015, la préparation de ce sommet, nous avons mis en place donc,
un comité de pilotage qui regroupe des parlementaires de la Commission des affaires européennes, la Commission des affaires étrangères, la Commission du développement durable. Nous allons prendre un certain nombre d'initiatives, en particulier dans le domaine de la diplomatie parlementaire. Une question a été posée sur les pays qui pourraient être pour nous des pays cibles. Je vais en citer quelques-uns. L'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, peut-être aussi les États-Unis. Et bien entendu, nous souhaitons porter donc un message auprès du G77 qui regroupe 133 pays, et les 133 pays les plus pauvres de la planète. Et puis enfin, et je vais remettre donc à Madame la Présidente donc un dossier, l'organisation d'un grand débat planétaire citoyen porté par une fondation danoise, porté par des ONG comme la Fondation Nicolas Hulot, le gouvernement français, bien entendu, la Commission nationale du débat public. Et nous sommes aujourd'hui donc en recherche de moyens financiers. Je sais que des contacts ont été pris, en particulier avec les responsables du Bundestag. Donc je vais vous remettre, Madame la Présidente, ce dossier. Il s'agit d'organiser le même jour, au mois de juin, dans 100 pays du monde, un grand débat citoyen planétaire nous permettant demain de porter auprès donc des acteurs, à savoir bien sûr les chefs d'État et de gouvernement, mais aussi les entreprises et les territoires, de porter le message des citoyens. Voilà, je tenais à le signaler en cette occasion. Je voudrais bien entendu, Madame la Présidente, Mesdames les parlementaires et Messieurs les parlementaires, vous remercier d'avoir donc accepté notre invitation. Vous avez pu noter le climat à la fois de sérénité et d'amitié qui régnait entre nos deux parlements. Le couple franco-allemand est un couple moteur, il doit bien entendu le rester, et il doit l'être en particulier dans le domaine environnemental, dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, dans le domaine énergétique. Et c'est vrai que si demain nous pouvions porter la création d'une Europe de l'énergie, je crois que ce serait une étape formidable qui serait franchie, car nous avons pu noter les uns et les autres que malgré l'action de l'Union européenne, qui est une action forte dans le domaine de l'environnement, eh bien nous avons pu noter que des différences fondamentales existaient et que nous avons besoin demain d'uniformisation, mais nous avons aussi besoin de régulation. Je voulais, Madame la Présidente, donc porter à la connaissance donc cette déclaration commune. Je pense que je ne vais pas vous la lire, vous l'avez eue entre les mains. Je pense que vous êtes tous d'accord. Je ne m'adresserai pas bien sûr aux parlementaires allemands. Ils sont d'accord avec cette déclaration commune. S'il n'y a pas de questions, je vous propose bien entendu de l'adopter. C'est forcément un moment important pour nous. Et j'espère que nous aurons et que j'aurai l'occasion prochainement de conduire une délégation du Parlement français donc à Berlin pour continuer à évoquer ces sujets qui sont des sujets forts et des sujets d'actualité. Et pour terminer, Madame la Présidente, eh bien, je tenais à vous... Oui, bien entendu, Martial. Voilà, donc nous allons très symboliquement, cher Martial, donc lever la main pour adopter cette résolution. Qui est pour ? Merci beaucoup. Je note une unanimité. Merci très sincèrement. Et je remets en votre nom à tous la médaille à Madame la Présidente, à Madame Heun, la médaille donc, qui est remise par le président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, que je suis en cet instant, Madame la Présidente. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ah, wir müssen. Okay. Komm. Ah, wir müssen noch mal eben. Ah oui, je vais enlever le casque. Non mais, Monsieur Janin, si vous voulez, c'est parce que j'ai pour habitude de faire de la moto, donc... Et puis vous savez, il y a une tradition ici dans ce pays. C'est pas bien ce que je dis. Ah, wir machen noch mal. Oh, pour le meilleur, bien entendu, bien entendu. Merci beaucoup.